bonjour à tous, messieurs ici. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en ligne sur le thème de l'innovation. Alors on a choisi ce thème parce que c'est pour nous un enjeu stratégique. Alors je m'appelle Béatrice Vignon, j'ai le plaisir d'animer ce plateau. Alors on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois, toujours virtuellement mais chaleureusement je l'espère. Et en ce moment si intéressant où la vie sociale reprend un peu, frémit à nouveau, où on se retrouve avec plaisir en terrasse, on constate bien tout ce que, à l'issue de cette crise, ou qui s'achève en tout cas, l'innovation vient envahir et changer profondément nos vies. Et c'est bien évidemment le rôle clé qu'elle joue dans la création de valeur, dans notre développement économique que nous allons aborder aujourd'hui. Alors on va décrypter tout ça avec trois intervenants qui sont avec nous ce soir sur trois thématiques. Comment les territoires suscitent cette innovation, comment elle lui permet d'éclore. On essaiera ensuite d'identifier quelles sont ces innovations qui naissent, qui arrivent et qui vont probablement révolutionner notre quotidien. Et puis enfin, on verra comment les Français, ou plus généralement peut-être les Européens, accueillent ces innovations, ou pas d'ailleurs. Et avant d'entamer cette discussion, je crois qu'André Joffre, qui est notre président de la Fédération des banques populaires, est avec nous depuis Perpignan et on aurait aimé l'entendre avant de démarrer nos échanges. Cher André, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. Écoutez, je vous remercie de m'accueillir pour ouvrir cette session. C'est la troisième rendez-vous digital que nous organisons, la troisième conférence. Et bon, d'une façon un peu ambitieuse finalement, on va essayer de comprendre le monde qui nous entoure vu sous l'angle de l'innovation. Alors la première conférence, vous vous en souvenez, c'était il y a un an, elle traitait des problèmes de la crise et des impacts économiques. Vous pouvez la revoir d'ailleurs, elle n'a pas pris une ride, hein, vous verrez que finalement, ce que nous avions prédit, à savoir que le modèle coopératif était vraiment apparu comme le modèle de futur, était en tout cas un rempart à cette crise, et on l'a démontré quelque temps après avec l'agilité qu'ont mis les banques populaires à mettre en place les prêts garantis par l'État. On a été extrêmement rapide, brillant dans ce domaine, et il faut toujours le rappeler parce que les équipes ont fait un boulot extraordinaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, lors de la seconde conférence, vous vous souvenez, c'était en novembre, quelques temps plus tard, et on avait parlé du nouvel art d'entreprendre. C'était extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'innovation. Alors, l'innovation, bien sûr, c'est inscrit dans la raison d'être des fédérations et de la plupart des banques populaires. Et aussi cette innovation un peu, je dirais, dans l'ADN des banques populaires, parce qu'on a toujours été aux avant-postes pour introduire des nouvelles technologies, des nouveaux concepts qui par la suite sont devenus la norme dans le secteur bancaire. Alors, l'innovation, d'une façon générale, que ce soit hier ou demain, c'est le moteur de l'économie, c'est le moteur de la croissance essentiellement, un des moteurs en tout cas. Et donc, c'est très important pour nos territoires de bien comprendre comment cela s'articule. Et vous allez voir que nos intervenants là ont des visions assez originales, parfois même un peu décalées, mais c'est un peu le but du jeu. Et en tout cas, vous montrer un petit peu comment les changements de technologie, d'organisation et bien sûr l'impact sur les êtres humains que nous sommes va nous permettre de mieux appréhender comment gérer comment administrer une banque populaire. Alors c'est le fait que nous soyons la première banque dans le secteur des PME, des petites et moyennes entreprises, nous oblige, elle nous confère une responsabilité sociale importante. Le fait d'être leader nous oblige en fait à anticiper et à faire en sorte que les connexions qui sont nécessaires entre le monde de la recherche, de l'entreprise et des institutionnels soient toujours à l'ordre du jour. Voilà. Donc je vous souhaite un bon temps d'échange. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Je crois qu'il y a un moyen de poser des questions par écrit. Et puis Béatrice se fera votre interprète auprès de nos intervenants. À tout à l'heure. Merci beaucoup André. Alors effectivement, vous pouvez poser vos questions par chat. Il est disponible à droite de votre écran, en bas.
Donc n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Et puis évidemment, je me ferai l'écho de vos questions et on en débattra. Alors, je vais présenter rapidement nos intervenants de ce soir, même si dans l'échange, je vous les présenterai de manière plus détaillée. Donc d'abord, Ahmed Bounfour, qui est professeur et chercheur, David Mingar, qui est ingénieur, et puis un homme plutôt d'études sociologiques et comportementales, Alain Tourgeman. Alors leur vision, comme le disait André Joffre, est complémentaire, elle est parfois décalée, originale, donc c'est ce qui nous a paru aussi intéressant de confronter les points de vue. Ce que je vous propose, c'est que chacun expose son point de vue, ou ses recherches, ou ses réflexions, qu'évidemment vous puissiez poser les questions, et puis ensuite on aura un temps d'échange un petit peu plus formel. Alors on va commencer par le professeur Bounfour. Donc vous êtes professeur des universités, fondateur et titulaire de la chaire européenne de l'immatériel, qui est à l'université de Paris-Saclay, dont la fédération est partenaire d'ailleurs. Et vous êtes également directeur de recherche. Alors, on l'a compris, vous êtes le spécialiste d'une notion qui est un petit peu ardue peut-être, parfois qui peut sembler complexe, mais qui est majeure dans la compréhension de l'innovation, c'est cette notion de capital immatériel. Alors avant peut-être de commencer à présenter vos réflexions, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on peut définir de manière simple ce capital immatériel? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Béatrice pour cette question. Somme toute assez naturelle, s'agissant aussi de mes fonctions d'universitaire. Alors là, j'ai tendance à dire qu'en fait, tout est immatériel presque dans une organisation. Et en termes simples, pour un entrepreneur, par exemple, c'est le capital humain de ses collaborateurs, c'est les capacités d'innovation d'entreprise. C'est ce qu'un collègue suédois appelle le capital structurel, en gros ce qui reste les soirs quand les gens sont partis, c'est-à-dire en fait la propriété intellectuelle. J'espère qu'on va parler aussi de la question des données. Et c'est le capital relationnel, dans lequel les relations avec les clients, la relation à l'écosystème, et plus généralement toute la question de la confiance sur laquelle nous débattrons. Donc en somme, ce sont des éléments qui font de la valeur aujourd'hui, et à mon avis, ils fondront davantage demain. Ok, alors... donc on a compris que ce capital immatériel, il va se définir un petit peu en complément de valeurs plus traditionnelles, financières, de la manière dont on évalue une entreprise et plus généralement un territoire. Et quand on regarde cette notion-là, dans vos réflexions, l'investissement immatériel, il est essentiel pour vous, et tout particulièrement dans cette période de crise. Oui, tout à fait. Alors, il y avait quelques planches prévues, je ne sais pas si on les voit. Mais en fait, autour de la notion de capital immatériel, il y a deux dimensions. Et la notion de valeur cachée. En gros, ce que, par exemple, les outils comptables ne montrent pas, c'est que, et d'ailleurs, il y a toute une discussion, c'est l'utilité de la comptabilité générale. Les bilans comptent des résultats qui sont, de mon point de vue, peu pertinents, de moins en moins pertinents. Il y a un collègue américain qui s'appelle Barlow-Cleve, il a écrit un livre qui s'appelle The End of Accounting, la fin de la comptabilité. Alors, à l'origine, le livre devait même s'appeler La mort de la comptabilité, ce qui est une façon un peu provocatrice de signaler que, par exemple, là, vous avez à droite une évaluation qui a été faite par Ocean Tomo, qui montre bien qu'au fur du temps, la valeur d'une entreprise, et si c'est la grande entreprise, c'est 80 à 90% de la valeur qu'on ne voit pas. Donc, la question de la valeur cachée et l'image de l'iceberg, on fait traduire celle-ci. Et j'ai ajouté aussi un cas un peu intéressant pour la France, c'est le contrat qui a été fait entre le gouvernement français et les Émirats pour le Louvre à Abu Dhabi. Vous vous rappelez, en 2007, il y avait un contrat qui a été signé pour 30 ans et 6 mois. Et ce contrat, signé par le gouvernement français, à l'époque c'était François Fillon et Bernard Kouchner au titre de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, comportait une clause, entre autres, sur l'usage de la marque Le Louvre. Et cette marque, en fait, il y avait 400 millions d'euros qui étaient en fait prévus, ne serait-ce qu'au titre de la marque. Donc, c'est dire en fait que le Louvre avait une valeur de marque intéressante et qu'à un certain moment, un pays était intéressé par créer une coopération avec la France autour de la marque Louvre. Et donc, il y avait une valeur cachée qui se révèle à un moment où quelqu'un voulait en fait contracter.
Voilà, une marque qu'on arrive finalement à valoriser de manière financière. Oui, tout à fait. Donc, et dans l'occurrence, c'est des négociations de gouvernement à gouvernement. Et pour ceux que ça intéresse, il y a tout un montage, je dirais, organisationnel, avec une agence spécialisée dans la gestion de la relation avec le Louvre Abu Dhabi, et en particulier toute la partie relative à l'usage de la marque dans des contextes déterminés, ou de sous-traitance de l'usage de la marque à Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, par le Louvre Abu Dhabi, selon des conditions déterminées, etc. Donc j'ai indiqué que dans la partie capital immatériel, l'aspect valeur cachée, mais l'aspect temps long. Et donc il y a cette image que j'utilise du chêne, en fait. Un chêne, c'est quoi? C'est un arbre majestueux qui prend du temps à exister, à se développer. Mais on doit s'intéresser, entre autres, aux racines du chêne. En gros, parce que ce chêne, ce n'est pas seulement les branches qu'on voit, c'est aussi ses racines. Et donc, il y a toute la question du renouvellement du capital. Et pour une entreprise, pour un pays, pour un territoire, il est fondamental de s'intéresser au renouvellement du capital. Et donc, la question de renouvellement prend toute son ampleur, je dirais, en matière de valorisation du capital immatériel, et j'espère qu'on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Ok. Je crois que votre télécommande ne marche pas. Voilà, ça c'est notre beau chêne vert à gauche, et ses racines qui, je dirais, qui représentent la valorisation, le renouvellement du capital, qui était une notion très importante pour les entrepreneurs, mais plus généralement pour les décideurs. Et qui, du coup, met en valeur cette notion de temps long aussi et de nécessité d'avoir une visibilité pour notamment l'acquisition de compétences ou la formation de collaborateurs qui peut être sur un temps plus long. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans le temps long. Il y a la formation du capital, son entretien sur le temps long, avec la compétence. Il y a aussi éventuellement des questions de retour sur investissement, mais certainement de retour sur investissement. Et puis la question des conditions, je dirais, de création de la valeur et en particulier de l'entretien de la confiance qui permettrait, je dirais, qui devrait permettre à ces racines de s'entretenir dans le temps long. Ok. Est-ce qu'on peut passer à ce qui se passe dans le monde? On a trouvé intéressant de regarder avec vous comment, dans d'autres pays, on soutient l'innovation, quels sont les dispositifs qui peuvent l'aider à se mettre en œuvre. Et il y a différents programmes qui ont été mis en place par des pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, sur les programmes, vous avez une carte ici qui présente un peu une cartographie de quelques programmes dignes d'intérêt, selon à la fois de la mesure, des reporting, de la valorisation et du pilotage pour simplifier. Donc, je vais commencer par l'Asie. Donc, le Japon est certainement le pays qui a le programme le plus structuré depuis assez longtemps. Le METI, en particulier, a commencé ce programme en 2004-2005 avec à la fois un programme qui associe à la fois des universités ou une université et des entreprises, avec une conférence annuelle, des prix et aussi des données. Et donc, et aussi un cadre méthodologique dans lequel les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, devaient reporter sur la valorisation du capital immatériel en considérant en fait des séquences autour du passé, du présent et du futur. Les trois étant liés. Donc c'est pas seulement le présent, c'est le futur. On revient sur la notion d'arbre tout à l'heure, mais également le passé pour retracer l'histoire de l'entreprise. Donc ça, c'est pour le Japon. Il y a aussi ceci dans le prolongement de travaux qui ont été faits sur la propriété industrielle. Il y a une dimension aussi territoriale sur laquelle le Japon a travaillé. Et ce processus qui a démarré en 2004-2005 continue. Donc il y a tous les ans, au mois de décembre, début décembre, une conférence à Waseda University à Tokyo où on parle de ces choses-là et de l'évolution méthodologique. Les autres pays asiatiques sont intéressants pour d'autres raisons. Évidemment, la Chine, on sait que c'est des ambitions très importantes en matière de sciences technologiques, avec des plans à très long terme, etc. Mais je vais m'arrêter sur deux pays en particulier, la Corée et Singapour. La Corée parce qu'il a un programme qui est très intéressant et qui est assez poussé en matière de ce qu'on appelle l'usage collatéral des actifs immatériels, en particulier de 3 ou 4 d'entre eux, ceux de la propriété industrielle, c'est-à-dire les brevets, les marques, les dessins et modèles, et pour lesquels, en fait, les entreprises, en particulier les petites entreprises, pouvaient l'utiliser comme garantie. Donc, il y a un aspect de collatéralisation d'actifs immatériels avec un dispositif institutionnel. Rien qu'en 2019, donc, la Corée a attribué pour 1,11 milliard de dollars de
pour ce programme. Donc c'est considérable, avec un programme extrêmement structuré. Et pour les entreprises, par exemple, petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas se payer le coût de l'évaluation de leur actif, le gouvernement subventionnait à 50% cette valorisation. Singapour, évidemment, on connaît la place de Singapour en tant que plateforme mondiale pour un certain nombre de thématiques. Ils ont également un programme. La Malaisie a démarré quelque chose autour des années 2000. J'avais même participé à coordonner une table ronde avec Dr Mahathir en 2010 sur la problématique des actifs immatériels de la connaissance en Malaisie. Donc ça, on va passer, en fait... L'Australie est intéressante pour l'essentiel sous l'angle des reporting comptables. On va aller maintenant à l'ouest. Donc, les US sont évidemment un pôle incontournable pour ces questions sous différents regards, en particulier par des universitaires qui ont notamment, en particulier, discuté la question des usages de la comptabilité, donc tous les travaux du professeur Baruch Lev à New York University. Au Canada, il y a une conférence qui était très importante à McMaster University. Je m'arrête un petit peu sur le Brésil, parce que le Brésil, parce que c'est une banque, la BNDES, qui n'est pas une petite banque, c'est une banque qui investit quelque chose comme 80 milliards jusqu'à 2011-2012 de dollars par an. Donc ce n'est pas une petite banque. Et ils ont un programme très intéressant où l'évaluation des petites entreprises, 50% de la note d'évaluation devait tenir compte du capital immatériel et le programme était intégré à l'ESAP. Donc l'évaluateur n'avait pas, c'est pas un choix, c'est une contrainte, c'est une contrainte processuelle, si j'ose dire. Donc le Brésil est intéressant. La Banque mondiale a pas mal travaillé sur ce sujet avec une approche un peu résiduelle dans laquelle en fait on valorisait pour les pays cette fois-ci le capital naturel, donc on donnait un prix à la nature, le capital physique, le capital financier et le résidu, c'est le capital immatériel. Donc, c'est une approche très intéressante qu'on pourrait répliquer, par exemple, en ce qui nous concerne nos travaux sur les territoires. Par exemple, valoriser la nature, c'est un point digne d'intérêt aujourd'hui. Et enfin, en Europe, il y a eu pas mal de programmes importants. Donc, le CDE, évidemment, s'y est intéressé, mais pas seulement au plan européen. Et on en discute aujourd'hui à cause des questions fiscales, qui est aussi l'autre version de la question, puisque la fiscalité est très liée à l'immatériel. Et pour quelle raison? C'est une raison simple, c'est que les immatériels, ils n'ont pas ce qu'on appelle en théorie économique le marché secondaire. Vous ne pouvez pas prendre votre recherche et la vendre sur un marché. Ou dehors, par exemple. Par contre, cette chaise, ce fauteuil, je peux sortir, c'est un peu de chance, je peux la vendre. Par contre, ma connaissance, personne n'en voudra dans la rue. Vous voyez, donc l'inexistence de marché secondaire explique la difficulté de l'appréciation, de la valorisation. Alors, parmi les pays qui sont intéressants, le Danemark avait tout un programme orienté PME, mais plus sur la façon dont les petites et moyennes entreprises utilisent la connaissance. L'Autriche a une loi de 2001 qui oblige les universités à rapporter, reporting, sur leur capital immatériel. L'Allemagne a eu un programme orienté PME, parce que l'Allemagne, c'est d'abord des moyennes entreprises, donc il y a tout un programme orienté vers l'entreprise. La France, on a eu le rapport des 8 juillet et un certain nombre d'initiatives, y compris dans le secteur public, la création de l'API, l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, juste après le rapport 2006 de 8 juillet, s'est traduite par le fait que les universités, maintenant, peuvent éventuellement valoriser la marque, que les lieux de tournage publics ne sont plus gratuits, donc on peut voir, etc., etc. Donc il y a toute une discussion intéressante sur la valorisation, et puis je pense que ça veut dire en gros que cette thématique intéresse de nombreux pays et il les intéressera, à mon avis, davantage. Et il y a pas mal de travail à faire en matière, en particulier sur le plan méthodologique. Donc on voit là que pour nombre de pays, évidemment, le lien entre capital immatériel, enfin en tout cas sa prise en compte dans un certain nombre de dispositifs d'aide ou d'identification, aide l'innovation à éclore. Alors, lors de vos travaux sur le capital immatériel, vous avez créé des indices qui permettent de mesurer l'innovation territoriale, d'identifier aussi des facteurs clés de réussite, et tout ça dans un objectif de permettre des échanges de bonnes pratiques ou de s'inspirer d'un fonctionnement d'une région à une autre, alors en France ou en Europe, et de mieux comprendre en tout cas ces mécanismes qui font que l'innovation va fonctionner mieux ou que les acteurs vont mieux échanger pour favoriser cette innovation. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces indices et peut-être nous donner quelques exemples de régions ou de pays dans lesquels ils favorisent vraiment la naissance d'entreprises innovantes?
Oui, alors depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, on travaille sur la question des territoires et du capital immatériel, en considérant qu'il y a une insuffisance. On a vu tout à l'heure qu'il y a une insuffisance au niveau de l'entreprise. La comptabilité n'est pas d'une grande utilité, à dire vrai. Mais au niveau des territoriales, on a un autre problème qui est le fait que nous manquons de modélisation et nous manquons aussi de données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un modèle dans lequel on va considérer qu'un territoire, en substance, c'est un espace de création de valeur qui va mobiliser 6 piliers pour simplifier. Le premier que vous voyez ici, c'est le capital humain. Après, nous avons le renouvellement du capital, ce dont on a discuté tout à l'heure. Les institutions, c'est en fait, si les citoyens ont confiance dans l'institution, on a tendance à produire davantage et à se faire confiance, parce que ça, c'est fondamental. Le capital social, c'est la relation entre les citoyens, s'ils se font eux-mêmes confiance, s'ils participent à la vie active, s'ils sont administrateurs de petites et moyennes entreprises, de grands groupes ou peu importe, s'ils participent à la vie de la cité, on aura tendance à créer de la richesse. Donc tous ces éléments un peu soft qu'on ne voit pas, on revient sur la question de valeur cachée, on va pouvoir les révéler d'une certaine manière pour les territoires européens et en France. Et du coup, les mesurer, les comparer, peut-être les gérer de manière un peu plus oui, tangible. Absolument. Et donc c'est ces piliers, je les remets juste rapidement, et puis la partie numérique, tout ce qui est relatif aux technologies de l'information, et la partie entrepreneuriale qui est importante. Donc tout ça nous permet de créer un indice du capital immatériel des territoires. Donc on l'a fait pour 295 régions en Europe, et on l'a fait aussi pour les régions françaises au niveau NOTS 2, c'est-à-dire les anciennes 22 régions et les nouvelles régions métropolitaines. Et on a aussi fait au niveau territorial, etc. Alors, il y a une définition un peu plus restreinte qui est l'indice d'innovation, qui est plus restreint, qui lui va reprendre juste la partie renouvellement du capital, en fait l'investissement en recherche, l'investissement scientifique, le fait de recruter des gens à vocation technologique, et la partie output d'innovation, qui est le fait, par exemple, d'avoir des exportations à fois contenues en connaissances, etc., etc., le fait de déposer des brevets, des marques, des dessins et des modèles. Tous ces éléments-là vont intervenir dans la formation de l'indice dit indice d'innovation territoriale. Alors, est-ce qu'on peut maintenant montrer quelques exemples? Enfin, en tout cas, vous avez fait un certain nombre de cartographies qui montrent ces indices appliqués au pays et à ce que vous y avez identifié, ou les régions françaises, et qui permettent de voir quels sont les pays qui peuvent sortir leur épingle du jeu, ou les régions qui peuvent sortir leur épingle du jeu, ou en tout cas être plus propices à l'innovation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement et nous donner peut-être quelques exemples concrets de pays? Si on prend le premier indice du capital immatériel, ça c'est dans les 2019, les plus récentes, on voit bien que on a un axe en gros, en fait on a 2 axes de performance entre guillemets, qui est l'axe nord traversant les pays du nord arrivant, l'Allemagne arrivant jusqu'en Suisse, et de l'autre côté on a la Grande-Bretagne incluant le nord de la Grande-Bretagne et l'Irlande. Donc ça montre en fait que les régions françaises au niveau, je dirais, les anciennes régions, sont à un niveau intermédiaire en matière de capital immatériel. Alors, il faut faire attention parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le niveau, c'est aussi la dynamique. Et quand on a fait la mesure de la dynamique, les régions supposées être intermédiaires ou en retard ont en fait progressé plus que les autres de manière relative. Donc, ce qui est intéressant, en fait, du point de vue politique et du point de vue de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le niveau, c'est aussi la dynamique de progression sur un indice. Et donc ça, c'est intéressant. Pour la partie innovation qu'on avait définie tout à l'heure, on a peu ou prou la même configuration pour les régions françaises en comparaison des régions nordiques, même si c'est moins frappant pour l'innovation que ne l'est pour le capital immatériel. Alors on a fait juste rapidement le même travail au niveau des régions françaises cette fois-ci. Donc ça c'est pour la création, pour le capital, l'indice ici de capital immatériel. On voit bien qu'il y a une région phare qui est en fait l'Île-de-France, et puis on a 5 autres régions qui sont réparties à l'ouest et au sud pour l'essentiel. Si on prend la partie innovation, on a la région Île-de-France et les régions plutôt sud-sud-est, vous voyez. Donc l'Occitanie, par exemple, est typiquement une région intéressante du point de vue des capacités d'innovation.
Alors maintenant, si on s'intéresse, la méthodologie mesure non seulement le niveau d'efficacité, le niveau de performance, mais il mesure aussi l'efficience. En gros, compte tenu de ce que vous avez comme capital, est-ce que vous créez suffisamment de richesse, par exemple? Et donc là, avec la méthode DEA, on calcule des indices de performance pour les territoires au plan européen et au plan en France, par exemple. Et on voit ici que pour la création de richesse, on a des régions qui sont les régions, par exemple Bretagne, la région Île-de-France, qui sont efficientes par rapport aux autres, plus efficientes que d'autres en matière de création de richesse. Et on a fait la même chose au niveau de l'innovation. Peut-être juste pour terminer sur un exemple intéressant, qui est, alors la partie, je reviens sur la partie innovation. Donc ça c'est les données de 2016 qui sont plus anciennes. Et on voit bien par exemple qu'une région comme Champagne-Ardenne par exemple est assez efficiente en comparaison d'autres régions européennes, y compris les grandes régions françaises, en matière d'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait cette région, même si au niveau il n'est pas forcément bien positionné, mais en usage des ressources qu'elle a d'innovation, elle les utilise plutôt bien en comparaison des autres. Donc, en résumé, nous avons un cadre méthodologique qui nous permet de situer les territoires les uns par rapport aux autres en matière d'innovation, en matière de capital immatériel et de mesurer le progrès. Mais surtout, à mon avis, le plus important dans cette affaire, c'est d'organiser l'apprentissage. C'est le fait que sur 26 variables, les territoires, par exemple en France, peuvent se retrouver pour discuter des niveaux et du progrès. Et ce qui permet que ces éléments quantitatifs peuvent être source de création d'une confiance renouvelée entre les territoires et d'un apprentissage et probablement aussi d'une vision du monde qui soit un peu plus, je dirais, organisée collectivement que seulement par la simple vision naïve du benchmarking dans lequel on va dire celui-là est premier, celui-là est moyen, celui-là est dernier de la classe, entre guillemets. Voilà, merci. Ok, merci professeur. Donc, on a essayé de mieux comprendre quels sont les facteurs et comment ce capital immatériel qui permet à l'innovation de naître et qui est tous ces éléments peu tangibles mais qui pourtant sont la source de l'innovation. Donc je vais me tourner vers vous, David Minga. Oui. Donc vous êtes ingénieur pour l'EDF Lab, à Saclay aussi d'ailleurs. Vous êtes expert dans les systèmes embarqués, vous êtes aussi expert dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain. Vous participez au CES de Las Vegas depuis plus de 15 ans. Oui. Vous êtes conseiller scientifique du pôle de compétitivité normand. Tout à fait. Qui s'appelle TES, Transactions électroniques sécurisées. Et vous avez écrit plusieurs livres sur l'innovation. Oui, en tout cas, co-écrit plusieurs livres. Voilà. Alors, par rapport à ce que vient de dire le professeur Bounfour, c'est vrai que l'innovation, c'est quelque chose qui se renouvelle et qui naît des fois de choses qui sont difficiles à percevoir. Et ma première question, elle est surtout en lien avec cette longue crise qu'on vient de traverser, qui va avoir probablement des conséquences assez profondes sur nos quotidiens. Et assez bizarrement, vous faites le parallèle avec les années 20. Tout à fait. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et en quoi ce choc Covid peut provoquer ce que vous appelez le grand reset? Oui. Alors, je ne suis pas le seul, évidemment, à faire ce parallèle. Mais il se trouve que j'ai écrit un article avec Xavier Dalloz, en avril 2020, dans la Tribune, où j'écrivais « Le monde d'après sera innovant ou ne sera pas ». Et où je faisais ce parallèle. Alors, c'est quoi ce parallèle? Il y a un siècle, il y avait la guerre. Rappelez-vous, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, c'était 1918-1919. Et donc, on a vu toute une période d'innovation, de grande innovation, à la fois technologique et sociétale. Technologique, parce que c'est la deuxième révolution industrielle. C'est là où on a utilisé à fond l'électricité au lieu de la vapeur dans toutes les industries. Et toutes les grandes industries sont créées. Rappelez-vous, Ford, Dupont de Nemours, General Electric, c'est dans cette période-là qu'elles se sont constituées en tant que grandes industries. Et c'est là qu'on a vu des innovations comme le haut-parleur, comme le réfrigérateur, aussi le cinéma parlant, qui sont arrivés. Et donc, en fait, c'est l'ère de la consommation de masse qui a commencé. Et même l'ère de la publicité. Rappelez-vous, Édouard Bernays.
le neveu de Freud, qui a inventé la communication de masse à cette période. Alors, il avait démarré pendant la guerre pour le président Wilson, et il a continué après, avec les suffragettes. Il les a convaincus de fumer, que c'était bon pour leur liberté. Et donc, c'est une période où aussi, Jean Poiret aussi, Coco Chanel, qui a libéré la femme. C'est une période, on appelle ça en France les années folles. Et aux États-Unis, c'était les Roaring Twenties, les années rugissantes. Et donc, le parallèle, c'est qu'on a eu aussi un choc. Ce fameux choc, on l'a vu avec The Economist en mars 2020, où il titrait une planète à l'arrêt, moitié de la planète à l'arrêt. Regardez, closed, et des individus en état de choc. On a tous été, moi le premier, et ma famille, en état de choc. Et donc, c'est quoi la suite ? La suite, on a vu Time Magazine, en octobre 2020, a titré Grand Reset. Alors, Grand Reset, pourquoi Grand Reset ? Alors, Reset veut dire plutôt... Alors, pour un informaticien, c'est plutôt... Ça fait reboot, ça fait un petit peu... On redémarre. Moi, je dirais réinvention aussi. Réinvention. Et de quoi il parlait ? Klaus Schwab, qui est Monsieur Davos, avait écrit un ouvrage, juste avant, qui s'appelait le Great Reset. Et Time Magazine en a fait la publicité. Qu'est-ce qu'on disait ? Que beaucoup d'industries allaient se réinventer. Regardez, l'automobile, l'électrification. Regardez avec l'aéronautique, l'hydrogène, le projet de Airbus. Regardez l'agriculture, avec l'agroécologie. Bon. Donc, ce n'est pas... l'idée, c'était surtout de complètement changer la façon d'aborder les problèmes, d'avoir un temps plus long et de penser développement durable. C'est ça l'idée globale du secteur. Alors, ça s'est traduit après par une autre une de The Economist en janvier 2028 sur justement The Roaring Twenties, où là, il reprenait le parallèle que moi-même j'avais fait avec Xavier Dalloz en 2020. Avec justement cette fameuse période rugissante. Alors, elle s'est mal terminée quand même. En 29, il y a eu la crise quand même, faut pas oublier. Bon, et après ça a redémarré. Parce que, et après, malheureusement, il y a eu une autre crise, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, moi, l'idée, c'est que ça mène vers une décade d'innovation digitale centrée autour des besoins de l'individu. C'est quelque chose que nous avons voulu, avec d'autres collègues, montrer à travers un ouvrage qui s'appelle The Internet of Augmented Me. C'est une sorte de guide de l'innovation durable, centré autour des attentes des individus. C'est ça l'idée, parce que c'est l'individu qui est au centre des propositions de valeur. C'est ça la nouveauté de cette histoire. Alors bon, la suite, c'est... La suite, c'est les grandes innovations qui vont nous arriver là, dans les années à venir. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un petit inventaire. Oui. En commençant par la maison. Bah oui. Voilà, parce que la maison, on y a tous ces derniers temps passé pas mal de temps. On a été confinés, il me semble. Donc, on a découvert qu'on pouvait y faire des tas de choses, du sport, y travailler. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça entraîne comme innovation ? Là encore, c'est Reset, c'est maison réinventée. Vous avez tous vu que les salles de gym fermées, le cinéma fermé. Donc, il fallait quand même faire avec. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a découvert un certain nombre de services. Je pense que c'était le moment Netflix. Aux États-Unis, on l'a connu, ce moment. C'est-à-dire que le service est venu vers nous. Le service est là où je suis. On a inventé la notion de serviciel, c'est-à-dire que de logiciel et, qui nous est transmis par un réseau. Et donc, on n'est plus dans l'ère du produit, mais du service. Et il est personnalisé grâce à des IA, des fameuses intelligences artificielles. Et on a entendu parler de nouveaux mots qui se sont imposés dans le vocabulaire, le cloud. Il y a du cloud partout. Des fois, le cloud, il ne marche pas. On l'a vu avec les numéros. Et le as a service. SAS, ici, c'est... Vous voulez avoir de l'argent chez un capital risqueur, il faut dire qu'on fait du software as a service. Si vous voulez avoir des sous. Le hardware, c'est pas bien. Donc, et qu'est-ce qu'on a vu concrètement chez nous ? On a vu une fusion des espaces. Le logement, le travail, les loisirs, les sports, les santé.
Oui, pardon. On n'a plus de son. Alors là, travail, loisirs, sport, santé, cuisine. On a vu qu'on a réinventé des espaces de travail un peu partout. Et la cuisine est devenue un endroit important. Vous avez vu, on a tous parlé de l'or blanc, la farine, qui a pris de plus en plus d'importance pour faire les gâteaux. Et des loisirs. Alors les loisirs, les salles de gym, toutes ces technologies qui sont arrivées chez nous, ces fameuses technologies smart home, alors qu'on a commencé un petit peu à voir émerger. On parlait beaucoup de télévisions intelligentes, on les a vues, les LG, les Samsung, les Bosch, les Siemens, on en a acheté beaucoup. Regardez les livreurs, ils travaillaient tout le temps. On livrait beaucoup d'électronique. D'ailleurs, ça a créé une pénurie maintenant. Parce que voilà. Et on a vu aussi des innovations dans l'éclairage, un éclairage complètement personnalisé des ambiances qu'on pouvait créer chez soi. Le tableau électrique est devenu intelligent, c'est-à-dire qu'on pouvait mieux gérer son énergie. Et on a vu aussi des espaces de bien-être commencer à émerger dans la salle de bain. Des pièces qu'on avait un peu ignorées, avec des gens comme Kohler ou Toto, le japonais, vous savez, avec ces fameux WC très innovants, qu'on voit qu'au Japon. Et donc, qui ont bien immatériel du Japon. Voilà, exactement. Et qui ont été, je dirais, mis en exergue par la crise Covid, parce que là, on s'est dit, attendez, maintenant, il faut faire attention, les eaux usées, ça peut transporter le Covid. Alors, le fameux sans contact, les technologies sans contact ont explosé, soyons clairs. Donc, on les a tous vus, et on a vu, par exemple, la salle de gym qui a été complètement réinventée. Vous voyez, un tapis de yoga, il y avait un coach sur la télé, donc on se refaisait sa salle de gym, quoi, en un mot. Et ce qui était important, c'est de rester en bonne santé partout où je suis. Alors là, les masques plus ou moins intelligents, on a vu. Là, c'est le masque avec la musique. La bague qui nous dit si notre oxymétrie est bonne, notre indice de saturation d'oxygène, indice important maintenant pour la Covid. Les rayons UVC, la lumière UVC, la lumière qui détruit les bactéries. On a vu le chiffre 99,9% partout de virus et de bactéries. Et puis les purificateurs d'air, partout, sauf dans les écoles françaises. Voilà, ça va peut-être arriver dans les écoles françaises. Ça commence à arriver, voilà. Et le shopping, parce qu'évidemment, on n'avait pas grand-chose à faire, donc on achetait avec ce qu'on avait. Et alors, il fallait évidemment, le problème, c'est que par exemple, acheter des chaussures, c'est pas simple, quand même. Vous avez vu que... Alors, donc, on a eu des apps sur notre smartphone qui nous permettaient d'avoir les mesures, qui nous permettant des achats. Et aussi des doubles virtuels sur lesquels on testait, par exemple, des maquillages, on testait diverses choses, des coiffures. En fait, c'est une autre façon de consommer. Bon, un peu plus, disons, virtuelle, mais qui a émergé avec la crise, et en fait c'est renforcé avec la crise plutôt, parce que, encore une fois, la crise est un révélateur et un accélérateur. Un accélérateur, voilà. Et alors, comme on parle d'accélérateur, on va arriver sur la mobilité. Et oui. Parce qu'après avoir vu que la maison s'est transformée finalement avec tout un tas d'innovations qui nous permettaient de faire à la maison ce qu'on faisait à l'extérieur auparavant, les mobilités aussi se réinventent. Oui. Avec des innovations qui arrivent et qui vont probablement bouleverser là aussi et notre futur. À Paris, maintenant, on n'a plus le choix. Vous avez vu que les voitures critères 4 ne peuvent plus circuler à Paris. Donc les diesels ne sont plus en grâce. Voilà. Et donc, l'électrification a bouleversé le secteur automobile, l'hydrogène aussi, et la notion d'autonomie, les voitures autonomes, et ce qu'on appelle le fameux, alors on a dit le as a service, mobilité as a service, MAS, voilà, puisqu'on n'a plus les sous pour se payer pas mal d'électronique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu Je donne quelques idées de mobilité autonome qu'on a vu alors, au CES 2021, virtuel. Là, c'est General Motors, General Motors avec Cadillac, qui nous donne un peu sa vision. Vous voyez à côté, à gauche, un taxi volant, et à côté, une sorte de, je dirais, de navette. Les taxis volants, regardez la pub de la RATP.
il vous parle de taxi volant. Il vous dit, en 2024, nous allons tester un taxi volant pour aller de ADP à Paris. Donc ce n'est pas du virtuel, ce dont je vous parle. C'est du réel. Des fois, on parlait de concepts, de choses comme ça, dans les foires automobiles. Non, c'est fini les concept cars. On veut du vrai. Et l'hydrogène. Alors on a dit, hydrogène, extraordinaire l'hydrogène, merveilleux. Vous avez vu que maintenant, avec une Toyota Mirai, on fait 1000 km avec son plein. Voilà. Et donc, on l'a vu concrètement, évidemment, pour des voitures de course et des voitures de luxe. Parce que pour l'instant, une Mirai, c'est 80 000 € quand même. C'est pas donné. Et on a vu aussi sur les flottes, très important, parce que il y a des gros réservoirs dans les camions. Et là, on peut utiliser, et on va généralement d'un point A à un point B. On sait où on va. Donc, c'est plus simple pour l'infrastructure. Et c'est en train de se créer, des infrastructures. Alors, en France, on a Air Liquide, monsieur Air Liquide, qui fait les infrastructures hydrogène. On a vu aussi le train réinventé. Là, on parle de communication entre de grandes métropoles européennes. Par exemple, Paris-Amsterdam en 1h30, concrètement, pour remplacer le Thalys. Alors, là, vous voyez, c'est une expérience qui est complètement différente dont on parle. Et vous avez vu que l'idée, c'est que, en fait, on est complètement immergé. Il n'y a plus de caténaires. Parce que, regardez les problèmes de la SNCF, d'où ils viennent. C'est toujours des caténaires. Vous avez remarqué, signalisation caténaire. Cet été, rappelez-vous, Montparnasse. Ça a été pas mal. Combien ça a coûté? Très cher pour la SNCF. Donc en fait, la réinvention du train vise à régler un certain nombre de problèmes et à augmenter et à faciliter la vie des gens, en tout cas des gens qui se déplacent d'une métropole européenne à une autre. Là, c'est un Hollandais qui présentait sa solution au CES. Et ça continue. Parce qu'on pourrait dire, oui, une fois qu'on l'a présenté, c'est de la com, c'est du publicis. Non, ça continue. Ils vont faire un espace de test pour 2023. Donc ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas un feu de paille. Et pareil, parce qu'il faut aussi penser à la ruralité. Là, ce sont des trains hydrogène en mode mobilité as a service qui ont pour objectif un petit peu de désenclaver les espaces ruraux. Parce que c'est pas simple d'amener pour les gens, disons, dans les espaces ruraux, de se déplacer, d'aller dans les villes pour régler des problèmes administratifs ou d'autres problèmes de santé, par exemple, etc. Donc Taxi Rail en Normandie ou dans d'autres régions. Et c'est un usage de l'hydrogène. Vous voyez, le train est autonome, il n'y a plus de caténaire. Autonomie totale, on la voit. On vous dit la voiture autonome. Elle n'existe pas pour l'instant, vous ne l'avez pas vu. Pour l'instant, c'est des niveaux 3, comme on dit. Et Tesla, on appuie sur l'autopilote et on est sur autoroute et ça marche plus. Ça marche, voilà. Mais si on n'est pas sur autoroute, si on va à l'Étoile ou ailleurs, c'est pas la peine d'y compter. On laisse tomber. Par contre, si vous êtes dans l'agriculture, dans des champs, si vous êtes dans un chantier, là, ça vaut le coup parce que vous contrôlez tout. Alors, sur le chantier, c'est Caterpillar qui vous propose. Il n'y a pas de problème, ça marche. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, c'est des schistes en Alberta qui traitent. Et à droite, vous avez John Deere, qui est le grand spécialiste aussi des produits agricoles, qui là vous dit moissonneuse batteuse, tracteur, tout peut être autonome. L'agriculture est quand même un secteur très technologique. On a tendance à l'oublier. Et et après. Et après, voilà. Alors en fait, on s'est dit que cet inventaire, ça pourrait être intéressant de le terminer en se demandant dans les 10 ans à venir, pour vous, quelles sont les grandes innovations technologiques qui vont créer une rupture, qui vont vraiment apporter un changement fondamental dans nos vies. J'en ai choisi 3 à peu près, enfin 3 ou 2. Tout devient on-chip. Alors, qu'est-ce que je veux dire on-chip? Parce que c'est la technologie d'électronique CMOS, qui a été créée dans les années 60 avec le programme spatial. Là encore, moonshot. Il faut un démarrage. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous utilisez l'électronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire miniaturisation et ça veut dire utiliser des usines, des technologies qui sont déjà connues. Et donc, des coûts qui baissent. La démocratisation des systèmes. Et ça veut dire aussi la programmabilité. On fait du logiciel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, le salon d'automobile, c'est le salon du logiciel.
C'est fini. Maintenant, avant, c'était du hardware. Maintenant, ils embauchent des informaticiens. Et tout devient programmable. Alors, il y a l'électricité, on en a parlé plus ou moins. Le textile, votre vêtement va devenir un ordinateur. Le vivant, on a vu, on va voir l'ARN, ce qu'on peut faire, l'ADN. Et la révolution quantique, évidemment, parce que moi, ça va être vraiment radical. Et je donne quelques exemples. Du on-chip. Vous avez tous vécu le PCR, le test PCR, 1 heure. Quand vous l'avez le lendemain, vous avez de la chance, tant mieux. Là, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de le faire un petit peu, de le miniaturiser et de le rendre possible en 10 minutes et sur place. Vous voyez? Ça change tout. Donc, vous pouvez le faire chez votre docteur, en un mot. Pas besoin d'aller dans un centre spécialisé où, à la fin, vous ferez d'autotest. Ça sera un accessoire de l'iPhone ou de votre smartphone. L'électricité réinventée, on passe de l'électrotechnique à l'électronique. Ça, c'est majeur. Ça veut dire que maintenant, on va contrôler les flux d'électricité. On va pouvoir contrôler les commutations plus finement. Et donc, le disjoncteur. Donc, votre disjoncteur va devenir électronique. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on va mettre du logiciel et de l'intelligence artificielle. Et on va pouvoir créer des systèmes d'arbitrage de haute énergie à la fin. Le textile programmable, regardez, c'est du textile. C'est ça qui est bien. Et c'est lavable. C'est encore mieux, parce que si c'est pas lavable, ça sert strictement à rien. Il ne faut pas que ça rétrécisse non plus. Alors, l'ARN, ça c'est du Moderna. Moi, j'ai dit Moderna, j'avais joué... Là, on est tous au point sur l'ARN. Vous avez tous compris. Qui connaissait Moderna en début 2020? Je crois que personne, honnêtement. Moi, le premier. Mais pourquoi ils sont les meilleurs? Parce qu'ils ont créé un OS du vaccin. Ils peuvent créer des vaccins à la demande, c'est ça. L'ADN, c'est le logiciel, c'est le stockage. L'ARN messager, c'est le RNA messager, c'est le logiciel. En fait, c'est le plan qui permet au ribosome des cellules de fabriquer ces fameuses protéines. Alors, en l'occurrence, pour la protéine dont on parle, c'est la fameuse protéine Spike, de la Covid. Et les Hollandais, parce qu'un deuxième Hollandais, ont bien compris que la révolution quantique était majeure. Et qu'il fallait absolument qu'ils créent l'équivalent d'un PC. C'est-à-dire qui démocratise le quantique. Parce que rappelez-vous, avant c'était l'IBM, c'était le mainframe IBM. Donc comment on peut démocratiser le quantique? En fait, ça veut dire qu'il faut être capable de penser composants, et composants interopérables, si possible. Vous voyez un petit peu la logique, là on rentre dans une logique business, on sort du lab. Et mon propos, c'est de vous expliquer que tout ce club Impact vise à faire ça. La Hollande est un pays de très haute technologie. Ce sont des commerçants, mais ce sont parmi les meilleurs de la classe, comme les Suisses. Et donc, l'idée, c'est de créer un écosystème quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, le calcul quantique? Ça veut dire que vous pourrez simuler la complexité du vivant. Et avec le capteur quantique, vous allez pouvoir, par exemple, à un microscope, voir le vivant en action. Ce qui est impossible actuellement avec un microscope classique. Vous êtes obligé de tuer la matière vivante, de la figer. Troisièmement, avec l'Internet quantique, vous aurez des transactions sécurisées, incassables. Ce ne sont pas les mathématiques en quoi vous aurez confiance, c'est dans la physique. Voilà. Alors le problème, évidemment, le problème du monde quantique, c'est que personne ne le comprend. Évidemment, vous avez compris que... c'est vrai que ça nous paraît assez ça poétique, paraît complètement... presque. La superposition des états, les intrications, c'est un monde très intriqué. Et donc, il va falloir des interfaces avec le monde réel, donc avec un PC, avec un ordinateur. Et c'est là que évidemment, les problèmes peuvent commencer. Donc vous comprenez bien qu'il y a tout un écosystème qui va se créer autour de ça, avec des révolutions gigantesques derrière, de nouveaux matériaux. Peut-être matériaux supraconducteurs, qui nous permettront évidemment de réaliser des choses qui étaient impossibles auparavant. Voilà. Et de comprendre mieux le vivant, je vous ai dit. Donc, ce sont des révolutions, de nouveaux produits qu'on ne connaît pas encore et qui vont émerger. Et c'est ça l'objectif de mon propos, comme dans les années 20. Ok. Alors pour conclure, parce que là on a étalé presque dans un monde de science-fiction, mais elle devient vraiment, réalité. Mais pas la science-fiction vraiment. On l'a devient bien réalité. compris. C'est ça qu'il faut comprendre.
Vous aimez à dire que toutes ces révolutions, elles sont pleinement en lien avec la notion de confiance. Oui. Et alors j'aimerais que vous développiez un petit peu ce point-là, surtout que ça a un écho par rapport à ce que disait le professeur Bounfour tout à l'heure. Oui, on ne fait pas de l'innovation tout seul. Il faut la faire avec le client. Hein, parce que c'est lui qui est un co-créateur. Hein. Il faut partir de ses attentes, de ses problèmes, etc. Ce n'est pas, on ne va pas travailler sur des données, on ne va pas travailler sur du virtuel. Parce que, je ne suis pas le seul à le dire, la Harvard Business Review, elle vous dit, il vaut mieux, des data, c'est bien, mais ça ne remplace pas le fait de parler directement au consommateur, de discuter avec lui de ses problèmes, hein, qui nous explique comment il voit les choses. Alors évidemment, quand on parle d'innovation de rupture, c'est difficile. Hein. Il vaut mieux être force de proposition. Mais si vous parlez de voiture, ça, on sait de quoi on parle. Le consommateur sait ce qu'il attend d'une voiture. Voilà. Hein. Donc, regardez ce que fait par exemple un Toyota. Toyota, par exemple, lorsqu'il a lancé sa Lexus aux États-Unis, il n'a pas fait du big data. Il est allé voir les clients. Enfin, il a d'abord ciblé. Premièrement, il faut cibler. Très important, à quelle cible vous adressez. Hein, votre voiture, elle est pour des cadres, etc., qui ont telle et telle caractéristique. Et une fois que vous avez votre cible, il faut savoir ce que cette cible souhaite. Hein, quels sont ses problèmes. Et pour pouvoir mieux dialoguer avec elle. C'est une conversation maintenant, le marketing. C'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement je récupère des données que nous donne le consommateur. Il faut savoir que la plupart des bases de données sont fausses. Au moins, je veux dire, sont fausses. C'est-à-dire qu'on pense être sur un tas d'or, mais non. En fait, et en plus, l'utilisateur, il est de plus en plus infidèle aux marques. Hein, je pense que c'est une conséquence de l'après-Covid. La fidélité, ça se mérite. Hein, et on voit bien que surtout les jeunes, hein, ils zappent. Ok, merci beaucoup. On y reviendra, je pense, tout à l'heure dans nos échanges. Je vais me tourner maintenant vers Alain Tourjman, qui est directeur des études et de la prospective pour le groupe BPCE. Alors, vous êtes spécialiste des comportements financiers, des ménages, mais aussi des entreprises. Et on va regarder ensemble comment les Français vivent un petit peu toute l'arrivée de ces innovations dans leur quotidien, que ce soit dans leur travail, dans leur vie quotidienne ou dans leurs loisirs, et y compris d'ailleurs dans leur relation à la banque. Donc je vais vous laisser nous faire part peut-être d'une première étude et puis peut-être que ma question un peu naïve, la première en tout cas, sera est-ce que pour vous la France, les Français sont appétents à l'innovation? Est-ce qu'il y a un rapport à la curiosité? Alors la question de l'appétence à l'innovation nous renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure et qui était évoquée par mes deux prédécesseurs, c'est la question de la confiance. Et c'est vrai que la France se distingue quand même par un degré de défiance qui est absolument sans précédent. Je prends ici l'exemple d'une enquête qui a été faite par Ipsos, l'institut de sondage, auprès d'une bonne trentaine de pays, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest aussi bien qu'en Europe de l'Est, etc., qui posait un certain nombre de questions associées à la crise de la Covid. Est-ce que ça ira mieux ensuite sur le plan de l'économie, sur le plan de la société? Est-ce que le monde va s'améliorer? Est-ce que les gens vont être plus tolérants? Bon, toute une série de questions. À quasiment chacune de ces questions, sur les 30-32 pays qui étaient interrogés, c'est toujours la France qui était au niveau le plus bas, avec le degré de défiance le plus élevé de tous les pays, qui pourtant sont à la fois nombreux et diversifiés. Et donc on a là un premier critère et peut-être un premier souci à se faire sur l'importance, compte tenu de l'importance qu'a la confiance dans ce capital immatériel qu'évoquait le professeur Bounfour. Alors effectivement, on est dans un pays de défiance et c'est un sujet qui pèse pour nous, mais qui pèse aussi sur la vision de la science. Quand on interroge les Français sur leur vision de la science et de la technologie,
finalement, on a deux dimensions qui sont en tension. Il y a d'une part, et ce qui semble de plus en plus progresser, peut-être pas l'emporter, mais progresser, les craintes d'aujourd'hui, les craintes de ce vers quoi nous porte la science et la technologie. Vous avez 3/4 des Français qui pensent qu'on est trop dépendant de la science et de la technologie. Vous en avez près plus de 40% qui pensent que les dommages de la technologie et de la science sont pires que les avantages qu'elle apporte. Et par ailleurs, il y a à peu près la moitié des Français qui pensent que la science et la technologie, ça nous fait aller trop vite. Et donc qu'on perd la maîtrise. Donc on voit bien les craintes sur ce que nous impose d'une certaine façon la science et la technologie, et en même temps, sans que ça s'équilibre, mais néanmoins on voit bien l'autre dimension qui est associée, c'est toute cette dimension du progrès, de l'espoir, de l'avenir et de la façon dont la science et la technologie peuvent apporter des solutions aux problèmes qu'on juge insolubles aujourd'hui. Alors que ce soit sur le plan du développement durable et du réchauffement climatique, que ce soit sur le plan également sanitaire, on a là des attentes, et c'est vrai que 71% exprimaient ici le fait qu'ils pensaient que la science et la technologie pouvaient apporter des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Vous avez à peu près, là encore, la moitié des Français qui pensent qu'à l'avenir, on vivra mieux du fait de la science et de la technologie. Donc, à la fois, on lui reproche finalement des errements aujourd'hui, et en même temps, on attend beaucoup d'elle. Et on espère encore que la science et la technologie vont pouvoir incarner quelque chose, un espoir, un futur, une possibilité. Et donc la situation dans laquelle on se situe en France est compliquée de ce point de vue-là. On le voit bien sur l'intelligence artificielle, où là, c'est pareil, il y avait une autre enquête, pas de Ipsos, mais du Pew Research Institute, qui montrait que sur une trentaine de pays, là encore, la France était celui qui était le plus défiant à l'égard de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que la crise, pour vous, c'est un facteur de transformation ou d'accélération, ou est-ce qu'on est vraiment dans un moment de rupture de tendance forte ? Alors, les deux peut-être. D'abord un facteur clairement d'accélération et de transformation, d'accélération de mouvements, de tendances qui étaient là présentes depuis longtemps, avec tout de même, pour mettre ça en perspective, je crois qu'il faut bien comprendre qu'on vit avec cette crise, qu'on vit en France avec presque chaque grande crise depuis une cinquantaine d'années, si on remonte à la crise de 73 quasiment, c'est qu'il y a eu un changement du sens du mot crise. Au départ, le mot crise, ça veut dire une sorte de rupture à un moment donné, et puis ensuite on va passer à autre chose. Et peu à peu, dans l'intelligence collective, d'une certaine façon, ce mot a muté, et de plus en plus, la crise, c'est non pas un moment, mais de plus en plus un état, et un état qui se prolonge. Et on est exactement en train de vivre ça. On fait une enquête à peu près tous les 3 ou 4 mois auprès des Français sur des thèmes qui vont plutôt avoir avec l'épargne, mais on pose des questions aussi d'ordre général. Et là, on a 42% des Français qui nous disent que, selon eux, la crise ne va jamais véritablement s'arrêter. Et vous ajoutez les 12% qui pensent qu'ils ne savent pas, on est à peu près la moitié des Français qui ne voient pas la fin de la crise. Donc, on est dans une logique d'une crise qui s'installe, et derrière l'installation de cette crise, il y a l'idée aussi que, globalement, ça voudra dire non pas un effondrement du système, non pas encore moins l'idée que tout redeviendra comme avant, mais à 47%, l'idée qu'il y aura des changements significatifs, à un peu moins l'idée que ces changements de mode de vie vont être radicaux, mais en tout cas qu'on est parti pour une transformation de la société. Et d'une certaine façon, c'est intégré que cette crise-là va nous faire bouger dans notre modèle social, dans notre mode de vie, dans nos pratiques économiques, etc. Et d'une certaine façon, on accepte l'idée de ce changement.
Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ouvre vers une modification des comportements. Et cette modification des comportements, là, pour le coup, on est vraiment dans l'idée de l'accélération d'une transformation qui était déjà à l'œuvre, parce que les mouvements, ils sont pas nouveaux. On a définitivement basculé dans l'ère d'une sobriété, de davantage de sobriété. C'est plutôt l'ère du consommer moins pour consommer mieux. Même si certains aspirent encore à consommer davantage, parce que, voilà, pour certains, le consommer n'est pas si facile que ça. On n'est plus dans l'idée que, voilà, les nouveaux produits, les nouveaux services, c'est bien par définition. On n'est plus dans l'idée qu'il faut rester en lien. Tout ça sont des valeurs qui baissent année après année. Et donc, on rentre dans un comportement davantage ancré dans l'idée de sobriété, dans l'idée de consommer moins, dans une moindre attrait pour la nouveauté, dans l'idée du recentrage sur la famille, du recentrage sur un cercle proche de famille, d'amis, qu'on peut élargir au local, qu'on peut élargir au pays, avec l'importance du Made in France aujourd'hui. On le voit avec cette courbe où, voilà, il y a encore eu une accélération de la montée de la confiance dans des produits français. Donc, toutes ces tendances-là sont extrêmement fortes et sont de plus en plus intégrées. Et il y a une dernière tendance qui est particulièrement intéressante parce que, vous le voyez bien à travers les deux indicateurs, simplement la forme de la courbe est représentative. On commence en 90-92, rappelez-vous la crise. On a un autre moment de rupture au moment de 2008-2012, autre moment de crise. Et donc on s'attendrait assez logiquement à avoir à nouveau la même rupture au moment de 2020. Eh bien non. Et que représente cette courbe? C'est le partage des Français entre... finalement, l'entreprise, il vaut mieux qu'elle produise des biens sérieusement et qu'elle fasse son boulot, ou au contraire, l'entreprise, elle doit faire face à une responsabilité supplémentaire à l'égard de la société. Et assez logiquement, quand il y a une crise, on se dit, bon, le minimum, c'est que, c'est qu'il y a de la production, de la croissance, et on ne va pas chercher autre chose, on ne va pas être davantage ambitieux vis-à-vis de l'entreprise. Et à ce moment-là, l'aspiration à la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, elle baisse considérablement et elle remonte après la crise quand ça va mieux et quand on attend plus de l'entreprise. Et bien là, on a une crise où, au contraire, la demande de RSE, non seulement n'a pas baissé, mais a continué à augmenter. Et ça, c'est intéressant parce que là, on a un véritable basculement, probablement assez durable, d'une préoccupation qui va dans le sens de l'ensemble de ces transformations qui sont liées à la crise. Alors, j'évoquais tous ces points-là pour dire que finalement, moins d'attrait pour la nouveauté, moins de consommation, recentrage sur le local, recentrage sur l'humain aussi, on peut se dire, est-ce que tout ça, c'est très bon pour l'innovation? Peut-être pas, surtout si on associe l'innovation à la technologie, à la nouveauté absolue, etc. Et donc, il y a une forme, et on le voit bien à travers l'image qui est donnée à la science et à la technologie, de contestation d'une certaine façon. Peut-être pas de l'innovation, mais en tout cas de l'idée du progrès technologique et scientifique. Et en même temps, on voit que derrière cette contestation un peu en soi, ça n'empêche que quand on regarde dans les usages, eh bien, on se rend compte que l'innovation, elle est largement plébiscitée pour peu qu'elle réponde à deux dimensions fondamentales. La première, c'est une valeur ajoutée incontestable. Et là, je ne peux que réinsister sur ce qu'a évoqué M. Minga. Et la deuxième, c'est la contribution de l'innovation à la transformation espérée et attendue des modes de vie.
Et donc, si, d'une certaine façon, je peux me simplifier la vie dans les formalités administratives, si je peux créer du lien communautaire à travers Internet et à travers mon smartphone, si je peux apprendre à faire davantage par moi-même en consultant des tutoriels, eh bien, finalement, je contribue à cette transformation du mode de vie qui est espéré, mais en utilisant de l'innovation. Donc l'innovation utile continue à être fondamentalement plébiscitée. L'innovation sur laquelle je m'interroge, elle, en revanche, elle est davantage remise en cause. Donc là, on a quelques exemples d'innovation. Là, on a l'exemple du chatbot où les gens sont partagés, de plus en plus utilisés, mais en même temps, une part significative des gens se demandent si vraiment ça sert à quelque chose. Et là, typiquement, on est sur l'innovation sur laquelle on s'interroge, parce que, est-ce qu'elle a une valeur ajoutée ? Dernière dimension de cette crise, derrière la crise, il y a quand même eu néanmoins des éléments de rupture, me semble-t-il. Alors, et ces éléments de rupture, on les voit dans le fait que, il me semble qu'il y a des sortes de plafonds de verre qui ont implosé sur le téléenseignement, même si la France n'est pas un exemple extraordinaire. Enfin, quiconque a des enfants en âge scolaire est nécessairement un peu critique sur le sujet, sur la télémédecine, sur le paiement sans contact, on va y revenir. On voit vraiment que là, on a passé un cap. Que là, on a dépassé une certaine dimension, l'inertie dans les comportements, la réticence à s'engager dans une levés, en fait. Oui, d'une certaine façon, l'expérimentation rendue nécessaire par l'exceptionnalité de la crise a conduit à une adoption des usages. Je l'ai fait une première fois parce que j'y suis contraint, finalement. Et du coup, je passe Je me suis rendu compte que mes préventions étaient finalement un peu disproportionnées par rapport à la valeur ajoutée qui était cachée, que je ne voulais pas voir. Cette valeur ajoutée s'est révélée et donc aujourd'hui, j'adopte bien plus largement. On n'est pas passé à un cap de généralisation, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de domaines, aussi bien sur les visioconférences, c'est à la fois le télétravail, c'est la télémédecine, c'est la visioconférence dans la relation amicale ou familiale. Toutes ces dimensions-là ont passé un cap et je pense de façon relativement durable et irréversible. Alors, ce point de vue-là, la crise, elle a quand même aussi joué un rôle de rupture ou au moins de catalyseur brutal. Voilà. Et dans la relation à la banque, là aussi, je pense qu'on a passé des caps ou fait exploser des plafonds de verre. Je pense justement à des contacts à distance, au paiement sans contact, qui avait du mal quand même à s'installer en France et qui l'a aujourd'hui est même demandé plus par les consommateurs, je pense, au niveau des plafonds, enfin voilà. Est-ce que vous pensez que dans cette relation à la banque, est-ce qu'il y a aussi cette espèce de dilemme entre la transformation, l'accélération, le frein, comment est-ce que vous l'analysez ? Alors, effectivement, la banque est assez représentative, je vais passer est assez représentative de la première dimension que j'évoquais, c'est-à-dire la tendance lourde et de l'accélération de cette tendance lourde, pour le coup, des pratiques de banque à distance. On le voit à travers la généralisation de la relation à distance, quand on demande est-ce qu'on se sent bien finalement dans une relation à distance avec sa banque. On est passé à 75%. Il y a eu à nouveau une accélération, mais on était, au début des années 2000, on était à un niveau qui était moitié moindre. Donc on voit que c'est un long cheminement
qui s'est encore accéléré dernièrement, mais qui nous montre bien cette transformation, cette généralisation des usages qu'on a du côté de la banque. Est-ce que gérer les opérations bancaires à distance, là aussi une généralisation, mais ce qui est plus révélateur, selon moi, c'est le 43%. Qu'on ait 43% qui disent ça ne me gênerait pas de traiter avec une banque 100% mobile, seulement sur smartphone. On voit que quelque chose a bougé, c'est plus 14 points sur l'année. De la même façon, le fait de développer une relation avec la banque à travers les réseaux sociaux, tout ça montre que voilà, l'évolution dans la relation à la banque et dans le fait qu'une grande partie de la relation bancaire passe par des outils qui sont des outils numériques, c'est d'une certaine façon quelque chose qui a été encore plus acté par la crise. Alors, non seulement il y a des éléments qui étaient très durables, qui ont été accentués, mais en plus, il y a des nouveaux phénomènes qui sont apparus. Et là, c'est un peu comme le téléenseignement. La visioconférence avait quand même du mal à s'imposer dans l'univers bancaire pour le contact, pour le conseil, etc. Et là, tout d'un coup, la crise, la difficulté de l'interaction sociale, la visioconférence s'est imposée d'une certaine façon, et toutes les préventions qu'on avait ont été levées par la valeur ajoutée qu'elle a apportée. Donc un phénomène très marquant qu'on peut retrouver sur d'autres sujets. On l'a évoqué à travers les applications, le paiement sans contact, mais c'est également les applications qui offrent des cagnottes en ligne, les applications qui permettent de virer de l'argent à une personne, à faire une sorte de peer-to-peer avec de l'argent. Et tout ça nous montre à la fois une transformation de la relation bancaire traditionnelle, et en même temps, ce qui va de pair avec cette transformation, c'est aussi de nouveaux marchés, avec de nouveaux entrants, une place de plus en plus importante des fintech, et donc une forme de challenge pour les banques qui ne se digitaliseraient pas suffisamment vite dans la lignée de ces fintech. Donc, la transformation est quand même assez radicale. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que précisément cette année 2020, où il y a une accélération de la pratique numérique, de l'utilisation des usages numériques, on a eu en même temps une inflexion sur la relation à l'humain dans la banque. À la fois sur la confiance qu'on peut avoir dans le conseiller bancaire, à la fois sur le fait de vouloir avoir une relation personnelle, une relation humaine, sur ces deux dimensions-là, où il y avait une forme un peu de remise en cause de la banque, les choses se sont plutôt un peu améliorées. Et on voit bien que la banque est assez représentative de la poussée inexorable de la transformation des pratiques et d'une innovation qui s'impose parce qu'elle apporte une véritable valeur ajoutée. Et en même temps, c'est sans référence politique, en même temps, on a à côté de ça une aspiration au maintien d'une relation humaine qui reste extrêmement forte, alors parfois à distance, on le voit avec la visioconférence, mais qui est extrêmement attendue. Et ça nous renvoie à la transformation des modes de vie pendant la crise. L'une des choses que les Français supportaient le moins, c'est la réduction de leurs relations familiales, sociales, etc. C'est pas tant le fait de moins consommer, c'est le fait de moins voir. Regardez, voilà, les terrasses aujourd'hui, hein, c'est pas seulement pour consommer, c'est pour se retrouver. Et on le retrouve également sur la dimension bancaire. Et quand on regarde ce qui fait la relation à une marque de façon générale, eh bien, il y a des prérequis. Et dans les prérequis, la qualité de la relation à distance, la maîtrise du numérique, c'est fondamental. Mais néanmoins, ce qui crée l'attachement, c'est pas seulement cette dimension-là, c'est aussi la relation physique, c'est aussi la relation humaine.
et ce qui crée finalement la recommandation, l'empathie, la relation de long terme, et bien là, c'est une dimension qui est quasiment émotionnelle et qui nécessairement va passer moins par le numérique, même si ces canaux peuvent l'incarner, et davantage par l'humain. Et donc on voit qu'à la fois sur la pratique, mais aussi sur la vie de la marque, il y a une absolue nécessité de concilier les prérequis indispensables de l'intégration de l'innovation avec les aspirations fondamentales à une relation humaine. Et c'est dans l'interaction entre les deux que, nous banquiers, on va continuer à exister et à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Alors peut-être pour entamer le débat et on échangeait là-dessus avant de démarrer nos échanges et avant peut-être d'avoir les questions que les gens qui nous écoutent peuvent se poser. Peut-être une question à vous trois sur justement cette relation entre innovation et humain et qui va rejoindre cette défiance que les Français peuvent avoir, parce que peut-être que trop souvent en France on oppose innovation technologique ou innovation, même si l'innovation peut être bien au-delà de la technologie, mais et relation humaine ou qualité de la relation humaine. Je repensais en écoutant tout à l'heure ce que vous disiez sur le recentrage sur la famille. On a tous fait pendant cette crise des apéros Zoom, des réunions de famille à distance, même avec nos plus anciens. Et du coup, on a vu que, pour moi, mes parents qui ont de l'appréhension à l'outil technologique, finalement, le fait de ne pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants, ils ont oublié ça et se sont appropriés des outils sur lesquels ils avaient une appréhension totale. Parce que l'humain, du coup, repermet et va au-delà de l'appréhension de l'innovation. Donc, est-ce que l'erreur qu'on fait peut-être trop souvent en France, c'est pas d'opposer humain et innovation et technologie? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que ce qui est important, les Français comprennent bien les modes d'emploi de la technologie. C'est ça qui est important. C'est à quoi ça sert. Tant que la technologie tout seul, ça ne sert à rien. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, la technologie. C'est un outil. Et le Français considère ça comme un outil. Il n'est pas anti-technologique. C'est faux. C'est faux. Regardez les chiffres de smartphones. Je veux dire, on en a acheté plein, etc. Il veut simplement, comme a dit, une technologie utile. C'est-à-dire que si ça ne répond pas à son besoin, s'il ne peut pas trouver un bénéfice immédiat. On a parlé des formalités administratives. Regardez la star, le best-seller des services administratifs, le certificat de mon gage. C'est un truc qui, franchement, est chiant parce que ça sert une fois, il faut perdre une demi-journée en préfecture. Et là, maintenant, on peut l'avoir direct. Ça change tout. Et les Français ont vite compris le bénéfice. Ils ne sont pas plus, comme on dit... réfractaires que d'autres. Voilà, etc. Simplement, là, mais la notion de défiance, il y a eu d'ailleurs, Philippe Aghion a écrit l'Économie de la défiance. C'est pas depuis maintenant l'histoire de la défiance avec les Français. Et je pense que c'est lié à la façon dont nous sommes éduqués. Nous sommes éduqués pas pour recevoir, pas pour agir par nous-mêmes. Nous recevons, nous sommes des spectateurs quelque part. On ne met pas en avant, je dirais, le fait de l'engagement des individus. Et c'est ça le problème. Et on ne met pas en confiance. On est plus dans des logiques très punitives, très classiques. Et donc ça crée peut-être aussi, Steve Jobs en avait parlé, de ce problème français, du fait qu'ils ont du mal à avoir confiance en eux. Et c'est ça. Parce qu'on parle de relance. Si les gens n'ont pas confiance en eux, comment on peut relancer? Qu'on m'explique. Il faut avoir confiance en l'autre, mais aussi confiance en soi. Et la confiance en l'autre aussi, elle est problématique. Parce que regardez, je vous donne un exemple dans mon domaine de l'énergie. Les chaudières à 1 euro et le solaire, combien d'escrocs on s'est payé? Alors comment voulez-vous que des gens aient confiance dans un tel univers? Pas possible. Je veux dire, donc en fait, il faut aussi balayer devant notre porte. Je veux dire, il faut créer un climat de confiance. Et c'est ça qui est important. Professeur Bounfour ou Alain Turgeman, si vous voulez, sur cette relation humain, technologie, innovation. Oui, je pense que
Manifestement, il ne faut pas essayer d'opposer les deux parce que la technologie peut servir l'humain. On le voit avec les liens communautaires qui peuvent se créer. Peut-être que on a eu trop longtemps une tendance à proposer une technologie d'ingénieur, mais trop axée sur la prouesse technologique et pas assez sur le service qui était rendu par la prouesse, par la dite prouesse. Et du coup, on a peut-être contribué à cet état d'esprit. À côté de ça, il y a un vrai sujet avec le fait que tout ce qui est valorisé en France, c'est l'esprit critique. Alors, ça nous a construit, hein. On est construit là-dessus avec l'esprit critique et c'est très beau, mais on n'est pas assez positif du coup, quoi. Et ça, il faut de temps en temps accepter un peu l'idée d'un pari volontariste, de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal, et ça commence dès l'école. Je suis complètement d'accord. Et ça se poursuit ensuite. Donc oui, on a un sujet. Maintenant, je pense que plus on mettra en avant la dimension de service ultime associée à l'innovation, plus que l'innovation elle-même, donc moins on fera de l'innovation d'ingénieur et plus on fera de l'innovation de services rendus, et davantage on convaincra finalement les Français, parce que je pense que par ailleurs, je suis assez d'accord là-dessus, ils ne sont pas réfractaires sur le fond à la technologie, mais ils se méfient. Et donc il ne faut pas alimenter la défiance, et au contraire, si possible, et éviter qu'elle ne trouve trop de moyens de s'exprimer, parce qu'on a quand même une tendance, effectivement, à être très, très efficace dans la critique. Mais je rappelle qu'en 1920, les Français étaient très innovants. Hein, je veux dire, s'il y a une industrie française dans l'automobile, gagnante dans l'automobile et dans, je dirais, l'aéronautique, c'est parce qu'il y a eu des grands innovateurs. On a oublié ces capitaines d'industrie. Et c'est ça qui nous manque. Alors, je vais peut-être être un peu provocateur, mais on n'a plus que des financiers. Hein, je veux dire, non, mais c'est un fait, hein, je ne fais que constater. Ouais. Et ça pose problème, parce qu'il faut nécessairement ce nouveau souffle. On parle d'Elon Musk, on dit « Ah, Steve Jobs, qu'est-ce que c'est bien, etc. » Oui, mais attendez, ce sont des gens, au départ, c'était pas prévu, hein, au départ, ils faisaient PayPal, hein, Elon Musk. Oui, sur la relation technologie, confiance, c'est ça en fait la question. En fait, question, c'est une question qui n'est pas évidente. De toute façon, en gros, la technologie, comme vous disiez, est intéressante, mais ce qui est intéressant dans la technologie, c'est l'usage. L'usage qu'on fait à l'individu. Je me souviens qu'il y a 2-3 ans, j'avais piloté un programme de recherche sur l'usage des systèmes d'information. Et en particulier, il y avait un projet sur les outils de knowledge management dans les entreprises. Mais en fait, là, on découvrait toute la contingence. En fait, il y a des communautés qui utilisaient l'outil, d'autres non, mais pour différentes raisons. Et par exemple, les chercheurs, après, contrairement à ce qu'on pouvait penser, dans cette entreprise, n'utilisaient pas l'outil parce qu'il y avait des aspects contrôle de ce qu'ils faisaient, etc. Par contre, les secrétaires, ils trouvaient que c'était pratique, donc ça revenait un peu sur votre question. Maintenant, si on prend les choses un peu plus globalement au plan international, effectivement, les statistiques montrent qu'il y a une société de défiance en France. Donc là, quand on regarde. Mais peut-être que. Mais ce n'est pas pour autant que dans le pays, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être la conclusion qu'on pourrait retenir, c'est que ce que vous disiez sur les banquiers, ce qui est intéressant, c'est que les banquiers financent l'innovation de demain. Ça, c'est le propos, à mon avis. Goldman Sachs fait du quantique, hein. Non, mais je dirais même des micro-innovations dans les territoires sont dignes d'intérêt. C'est surtout Mais alors, je reviens aussi sur un autre aspect, sur la confiance en France. Pourtant, en France, il y a beaucoup de mouvements associatifs. Les gens s'engagent massivement. Tout à fait. Donc, c'est le paradoxe de la situation. Oui, mais ça veut dire que peut-être que derrière la façade, un peu le jugement global, il y a peut-être derrière des choses à gratter, entre guillemets, qui sont dignes d'intérêt. C'est ça. Je pense que c'est l'épanouissement de l'individu, il s'épanouit dans les associations. On a une question, alors il est -5, donc on va essayer de prendre cette question et ensuite d'écouter André Joffre en conclusion sur la prise en compte des défis écologiques et l'impact des risques climatiques qui peuvent aussi bouleverser et amener des innovations, et comment on fait le lien
avec la durabilité et le respect de notre planète. Est-ce que l'un de vous veut se lancer sur ce sujet ? Moi, j'ai abordé, par exemple, l'agriculture. Je pense que là, vous avez compris, pesticides, tout ça, OGM et compagnie. Il y a d'autres façons de faire. On a bien vu que ça existe. L'agroforesterie existe. Utiliser la richesse du vivant, la biodiversité, pour créer de la richesse, c'est la permaculture. Bon, le problème, c'est passer à l'échelle. Voilà. Et aussi avoir des moyens pour enlever les mauvaises herbes. Aussi, maintenant, il y a des robots. Mais le problème, c'est qu'après, il faut l'énergie. Et parce qu'on tombe toujours... Le problème de l'énergie, c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est bien, on a toujours des solutions, mais le bilan n'est jamais satisfaisant. Voilà. On a vu aussi pour l'automobile. Quel est le problème ? C'est la ville. Savez-vous que 40 000 personnes meurent de la pollution en France ? 40 000, on les a chiffrés, de problèmes respiratoires. Bon. C'est les dioxydes qu'on appelle des particules fines et le dioxyde d'azote. Bon. On voit que l'électricité, le fait d'électrifier, apporte une solution. Mais d'où vient l'électricité ? Encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. L'hydrogène, très bien. Oui, mais l'hydrogène gris, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est $1 et l'hydrogène vert, c'est 6 fois plus cher. Vous voyez, il y a des véritables défis technologiques qui sont devant nous. Oui, la technologie peut aider, mais c'est surtout l'individu, parce que dans sa façon, je dirais, de consommer, qui va faire la différence. Parce que sinon, vous avez ce qu'on appelle les effets Jevons. C'est-à-dire que on vous remplace, par exemple, des lampes à incandescence par des lampes LED, et vous apercevez que vous avez des lampes LED partout. Là où il n'y avait pas de lampe à incandescence. Donc vous en mettez partout. Donc finalement, vous avez dépensé autant d'énergie. Ok. Est-ce que l'un de vous veut répondre peut-être à cette question sur l'impact des risques climatiques qui va aussi bouleverser les innovations qu'on va connaître dans les mois qui viennent ou pas ? Comment dire, c'est difficile d'en parler, on a l'impression qu'on pourrait faire toute une séance là-dessus, mais c'est vrai que dans ce qui guide l'adoption ou pas l'adoption des technologies, en tout cas la transformation du comportement des Français, de plus en plus cette dimension-là, elle est décisive. Maintenant, elle est encore souvent difficile à bien identifier. Pour beaucoup de Français, c'est compliqué et ce que vous disiez juste avant l'exprime bien. Est-ce que qui connaît la différence entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert ? Est-ce qu'on sait bien d'où vient l'électricité ? Est-ce qu'on fait la part des choses entre certains risques associés au nucléaire et la production de gaz à effet de serre et les économies qu'on fait de ce côté-là. Tout le sujet est compliqué. Simplement, il me semble qu'on est en train de progresser en connaissance, mais on est loin d'être au clair. Je pense que ce sujet-là va être de plus en plus central. Il l'est d'ailleurs si on interroge les Français, mais ils ne sont pas toujours sûrs de faire les bons choix. Et il faudrait là aussi créer de la confiance. On voit aujourd'hui, à travers l'électrification de l'automobile, que c'est pas complètement de nature à créer de la confiance. Bah oui. Parce que quand on regarde les choses de près, on n'est pas très certain que les choix qu'on nous propose actuellement soient les bons choix. Et donc là, il y a toute une dimension de, comment dirais-je, des pédagogies, d'information, de compréhension, mais également peut-être aussi de clarté de la part des acteurs, de cohérence peut-être aussi de la part de ceux qui font les réglementations, parce que le consommateur, il a peur aussi d'être un peu le jouet de réglementations qui vont à UEDIA ou qui ont une portée plus politique que réelle, etc. Et donc là, je pense que vous parliez peut-être tout à l'heure d'écosystème de la confiance. Je pense qu'il faut vraiment accepter le fait que tout le monde a une responsabilité, les États, les structures réglementaires, et puis effectivement le consommateur in fine. Ok. Professeur Bounfour, oui, juste sur ce point, dans l'avenir du monde, il y a deux éléments certains qu'on connaît, c'est le climat et la démographie.
Et donc, à l'évidence, le climat est source d'innovation, y compris en termes d'usage par les citoyens, de la façon dont ils se transportent, la façon dont ils échangent, la façon dont ils utilisent le numérique. Et parfois, il y a une espèce de sérendipité de l'innovation. En fait, les usages vont influencer sur l'innovation, peut-être plus que les artefacts qu'on propose. Voilà. Très bien. Alors, André Joffre vient de me faire un petit texto en me disant qu'il est obligé de nous quitter pour prendre un avion, ce qui n'est pas très bon pour le climat. Mais si, super. Donc, bon, très bien. Alors, je vous laisse conclure. Je pense bien mieux que ce soit vous qui le fassiez. J'ai été ravi par cette soirée. Là, bon, je vais pas le faire très long parce que d'abord, on va vous laisser le temps d'aller en terrasse et de profiter de la vie, tout simplement. Mais je voulais quand même remercier Ahmed Bonfour, David Menga et puis Alain Torsban, évidemment, pour leur éclairage. Moi, je trouve que c'était passionnant.